voilà, la chambre de la loc. Je vous ai mis plusieurs images. Il y a des livres partout. Je sais pas si vous avez vu. C'est trop fun. Alors je vais pas en lire un particulièrement parce que j'ai déjà des livres que j'ai amenés. Alors je vous avais dit, je sais plus, que j'allais lire moitié-moitié Kindle, livre que j'ai amené. Voilà, j'ai lu La Curée sur la Kindle et je suis en train de terminer 1000 femmes blanches. J'en suis à 91% au moment où je vous parle. Donc c'est vraiment bientôt terminé. Je pense que je vais en mettre un autre, genre pour la fin des vacances, parce qu'au moment où je vous parle, on est mardi matin. Il pleut un peu ce matin, donc on reste à la maison tranquillou. La maison est vraiment très agréable. Voilà, donc on profite. Ce soir on va aller voir un marché de producteurs locaux. On espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, sinon on ne pourra pas, on va voir. Et donc du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu. Déjà j'ai relu ce manga Noise de Tetsuya Tsutsui. Non, c'est l'inverse, Tetsuya Tsutsui. Donc en fait je vous ai parlé de cet auteur parce que j'ai lu Poison City, qui est un manga en 2 tomes qui parle de censure, qui est une sorte d'auto-fiction, puisque l'auteur, le mangaka, a subi lui-même de la censure au Japon. Et donc c'est cet auteur-là qui a fait ce manga, et je l'ai mis dans la catégorie la littérature du terroir, parce qu'on est vraiment sur, voilà, il y a écrit, là je vous lis derrière, dans un village où l'agriculture est très importante, un village que la dépopulation condamne à disparaître, mais une lueur d'espoir naît. Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans tout le Japon grâce aux recommandations d'une star du web. D'ailleurs, ça vient de France, c'est rigolo. Avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme partie à la grande ville de revenir avec leur fille. Ouais, donc on a un personnage, je vais vous montrer. Keita, c'est lui. Là, c'est son ami et collègue qui était un personnage très important aussi. C'était un personnage secondaire aussi très important. C'est lui, Keita. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'espérance, mais ça va pas forcément se passer comme il veut. Et puis, il y a un inconnu qui arrive avec une, franchement, ils disent là, la mine patibulaire, c'est le bon terme. Il s'appelle Mutsuo Suzuki. Il est souvent pris en flag de genre, il a failli voler parce qu'en fait, tu arrives sur le champ et tu peux acheter toi-même directement au producteur des figues, mais c'est à toi de déposer l'argent. Et lui, il est pris genre au tout début en flagrant délit de vol. Et donc bah, ça se passe pas bien. Attendez que je vous le montre parce qu'il a vraiment une... C'est lui. Voilà. Il est pas net. On va comprendre rapidement que effectivement il a un passé un peu compliqué. Et on a une enquête qui est aussi en parallèle avec un personnage aussi assez important. Un flic qui trouve qu'il y a un truc chelou. Avec une personne qui disparaît, etc. Donc c'est ça l'histoire, il y a 2 histoires qui se croisent. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait dommage, mais en tout cas ça me plaît bien. Donc j'ai commandé le tome 2 en occasion pour l'avoir là quand je rentre. Donc je vais le continuer, c'est en 3 tomes et j'aime beaucoup. Sinon j'ai lu Sexy de Joyce Carol Oates chez Scripto, donc c'est une édition Gallimard. Et je crois, mais si, voilà, c'est Gallimard Jeunesse. Donc c'est un roman qui se lit, je dirais, moi je peux le passer, Joseph a envie de le lire. Donc Joseph, il va avoir 15 ans, et effectivement ça se lit bien. Ça parle vraiment, voilà, d'un jeune qui a 15-16 ans, qui est au lycée, comment s'appelle-t-il? Darren. Darren, c'est un gamin, tout le monde est attiré par lui parce que physiquement bah, il est assez beau, il est un bon nageur, tout le monde attend de lui beaucoup et lui a pas forcément envie de donner quoi que ce soit, il est toujours un peu décalé par les attentes qu'on a de lui. Il subit un peu son physique, tout semble simple pour lui mais en fait on est dans sa tête. Et c'est pas simple. Voilà, donc il est en pleine réflexion personnelle, enfin, comment on dit, en plein apprentissage de la vie, voilà, dans toutes ces réflexions.
Voilà, par exemple, il n'a jamais eu de rapport avec quelqu'un, il ne sait pas s'il aime les garçons, les filles, etc. Ces profs, c'est un livre qui mixe, qui est vraiment dans le milieu de l'école, donc on voit les rapports avec ses différents profs, notamment ce prof de sport, etc. Et son prof d'anglais qui est, donc puisque c'est sa langue originale, et son prof d'anglais qui a beaucoup d'attentes, qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui, qui sont démesurées et qui développe pour Darren un certain intérêt qui dépasse un peu l'intérêt du prof-élève. Donc on a ce prof qui est intéressant, c'est Monsieur Tracy, avec qui Darren va avoir des relations un peu étranges. Je ne veux pas trop vous en dire. Mais voilà, donc on a ça. On a aussi les effets de groupe des jeunes adolescents. Lui, il se sent totalement décalé par rapport à ça, mais il est dans le groupe, donc il a un effet de groupe, donc parfois il participe à des choses qui lui plaisent pas. Par exemple, ils vont bastonner des homosexuels. Alors on est dans les années 90, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, donc ils vont... Et puis ça va pas forcément bien se passer, donc lui il a du remords, il réfléchit à petit à petit à ce qu'il fait, aux décisions qu'il prend. Il va y avoir un drame et il va se retrouver là-dedans, et du coup on voit l'évolution de ses idées par rapport à ce qui s'est passé, et on le voit grandir, subir un peu tout ce qu'il a sur le dos et qu'il a du mal à gérer, mais voilà, faire le tri dans ses amis, etc. Et comme d'habitude avec Joyce Carol Oates, on est plongé dedans, ça fonctionne très bien, c'est sombre, mais en même temps il y a des petits tips pour les jeunes, je pense, pour essayer de comprendre voilà, comment tu te fais tes propres opinions, pour comprendre justement ce système de groupe et comment t'en défaire, comment choisir les bons amis, etc. Avec voilà les erreurs qu'on peut faire, les choix qu'on fait, et je trouve ça vachement bien parce qu'en fait c'est pas moralisateur du tout, mais ça t'éveille, en fait ça éveille ta conscience. Donc j'aimerais bien que Joseph le lise parce que je pense que ça l'intéresserait. Voilà, donc s'il le lit, je vous en reparlerai. Lui il aimerait le lire en VO, c'est faisable à mon avis, c'est pas trop compliqué puisque Joseph lit en version originale. Il a lu dernièrement pendant les vacances là, The Love Hypothesis en anglais, et il est bien en anglais, donc ça va. En ce moment il est en train de lire Fight Club de Chuck Palahniuk avant moi parce que je l'ai pas encore lu, et il peine un peu. Donc on va voir. Et ben d'ailleurs justement on est allé à la librairie de la Place aux Herbes, mais non du coup à la Manga Place, parce que la librairie de la Place aux Herbes a mis de côté ses mangas, surtout parce que elle a... Ah bah non, du coup, si, c'est la librairie de la Place aux Herbes, parce que c'est un graphique qui n'est pas un manga. Joseph a choisi cette BD, Regard, de... je sais pas quel est son prénom. Quel est ton prénom? Il n'y a pas de prénom. De J. Personne. Son nom de famille, c'est Personne. Je sais pas si c'est un pseudo ou quoi. On est chez Glénat, et c'est une BD, un roman graphique. Vous voyez que Regard, et là c'est écrit Regard en braille, vous le voyez là. Et donc c'est l'histoire de ce jeune garçon, Luc, qui finit ses études, a très envie de devenir réalisateur, a déjà réalisé un court-métrage qui a reçu un prix, je crois. Enfin en tout cas il est en pleine effervescence, mais nous... cette histoire-là, on la prend petit à petit parce que la première scène, c'est on le retrouve et il est sur un lit d'hôpital. Il a perdu, entre guillemets, sa vue, temporairement peut-être, on ne sait pas trop, les médecins lui disent pas grand-chose au départ, donc il décide de continuer sa vie comme elle est, en se disant bon bah ça va s'arranger, je vais revoir, voilà, c'est temporaire, je ne mets pas ma vie d'aujourd'hui en pause, voilà, j'attends un peu, ça va passer, je ne prends pas ça comme un handicap, mais je continue à espérer. Bien entendu, ces espoirs vont être un peu désillusionnés, ou pas comment on dit. Voilà, on sent très vite que
il se trompe et que les choix qu'il fait, parce qu'il est jeune aussi, sont des choix qui ne sont pas forcément les bons. On va le voir petit à petit accepter le handicap qu'il a, qui va rester ou non, et rentrer dans le monde des aveugles, rencontrer d'autres personnes, prendre des cours pour pouvoir utiliser un bâton, essayer d'éveiller ses autres sens. On le voit aussi évoluer dans son ancienne vie avec ses amis, voir que du coup les gens, lui il comprend que les gens ont pitié de lui et que du coup le ressenti que les autres ont n'est plus le même qu'avant. Il a deux amies qui sont deux jumelles qui sont là dès le départ, au moment d'ailleurs de l'accident. On ne sait pas trop ce qu'il a eu comme accident, mais elles sont là à l'hôpital, elles sont là pour l'accompagner à chaque fois. Et d'ailleurs elles sont très importantes pour lui, elles continuent, c'est un peu l'encre. Il n'a pas de parents, il habite chez sa grand-mère et je pense qu'il est, il a plus ses parents et donc du coup il voulait avec l'argent de son court-métrage pouvoir aider sa grand-mère, mais ce qui se passe c'est que justement il se retrouve là plutôt tributaire d'elle et tout ça fait qu'il doit évoluer alors qu'il n'a pas forcément envie, il a envie d'attendre et que ça change. Mais malheureusement le temps passe et il doit évoluer. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'histoire. Je vais vous montrer un peu le style graphique parce que c'est quand même très particulier. Donc au tout début, on n'est que sur des traits comme ça parce qu'il voit rien, c'est des choses qu'il devine. Alors ça c'est avant. Et donc on a un peu, on a des images comme ça. Et petit à petit dans la BD, on voit évoluer le dessin. C'est très intéressant la façon dont c'est fait d'un point de vue graphique. On voit évoluer le dessin, on voit évoluer aussi... donc en fait, on arrive à ressentir un petit peu ce que les aveugles peuvent ressentir comme perception de l'espace. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Je ne peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a un moment, où, par exemple, donc on représente d'un point de vue graphique à quoi pourraient ressembler les gens. Mais du coup, comme il ne sait pas, les dessins évoluent d'une planche à l'autre. C'est rigolo. Enfin, c'est franchement bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Je vous conseille. Je n'ai pas encore donné de notes, mais j'aime bien. Le personnage évolue aussi de façon intéressante. C'est pas un personnage, on n'a pas... Moi, j'ai pas eu pitié de lui, en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Dans tous les textes que j'ai lus, là, ce sont des personnages qui ne sont pas... qui sont des personnages, ce qu'on appelle gris. C'est-à-dire que c'est pas forcément des personnages... c'est des personnages auxquels on s'attache petit à petit parce qu'on comprend leur choix de vie, etc. Même là, je vous en ai pas parlé, mais le personnage de Keita, je l'aime beaucoup. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec sa femme, je sais pas qui il est précisément, c'est pour ça que je veux lire la suite. Mais c'est un personnage justement, au début on peut penser qu'il est dur, tout ça, mais en fait peut-être pas tant que ça. Bref, j'ai beaucoup aimé ces 3 lectures. Là, je suis en train de lire Un soir d'été de Philippe Besson, que je devrais peut-être terminer aujourd'hui, parce que je suis pas sûre qu'on fasse grand chose. Et puis 1000 femmes blanches, donc je viendrai vous en parler, puis je vais lire peut-être quelques graphiques encore. Je sais pas si je vous reprendrai là ou à la maison au retour, à voir. Et puis c'est tout, je vous laisse là pour le moment.
Il est 7h15, je me réveille, il a plu cette nuit. Il fait frais, j'ai mis mon gilet. Ouais, je suis contente. J'en ai marre de la chaleur. Oh, c'est très beau. Oh, mais il y a du passage. Il y a des gens qui bossent hein, quand nous on est en vacances. Bon courage si c'est votre cas. Je vais me faire un petit thé. Je viens de finir là ce matin, je me suis réveillée à 6h. Je me suis endormie tôt. Et je viens de finir à 1000 femmes blanches. Et j'ai lu le début de Call Me By Your Name. Il faut que j'achète le livre pour le mettre sur ma Kindle. Voilà. Et d'ailleurs, je reverrai, je pense, avec plaisir le film après. Voilà. Puis hier, j'ai commencé tout juste le portrait de la sage-femme. Non. Le livre de la sage-femme de Meg Ellison. Et j'ai très envie d'y retourner. Voilà. Donc ça va être cool. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu lecture. Je lis beaucoup là depuis qu'on est dans cette maison. Cette maison m'apaise. Et la parfaite transition avant de reprendre le boulot, c'est exactement ce qu'on voulait avec mon homme. On est plutôt content. Après, il fait pas super beau. On va voir si ça s'arrange. Ce matin, on ira quand même se baigner. On va voir. Et cet après-midi, alors je vous avais dit que je vous avais dit qu'on irait voir, je sais pas si c'est sur cette chaîne-là ou ailleurs, qu'on irait voir un marché des producteurs hier, mais en fait, il n'y avait rien parce que c'est aujourd'hui. On a fait chou blanc hier, mais du coup, on a joué avec les garçons, on s'est reposé, c'était très bien. Et voilà, donc on va y aller cet après-midi. Cette fois, c'est la bonne. Enfin, sauf s'il pleut à torrent et que c'est annulé. Je vais vous montrer la montagne qui est juste en face de moi, c'est trop bon. Apparemment, j'ai entendu des gens qui l'appelaient le Mont Rond. Alors, quand il y a des nuages sur le Mont Rond, il va faire pas beau. Voilà, le Mont Rond. Je crois que c'est celui-ci, je suis pas sûre. Hein. Donc, il y a des nuages, mais c'est très beau. Et là, donc ça, c'est ici, c'est Loul, parce qu'on est à Cornillon-sur-Loul, dans la Drôme provençale. Le 21 et j'ai pris 3 papiers de la boîte des mots pour faire le tirage pour le mois de septembre. Donc on a ce papier là. Voilà, et d'ailleurs après je m'apprête à lire ça avec un petit repos. Alors lequel on va prendre? J'en ai pris 3 parce que le truc c'est qu'on peut avoir le mot bleu qui est déjà sorti, que j'avais pas tiré. Ok, voilà. Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale.
ménage fait. Il est 9h24, on va partir pour retrouver nos chats et mes parents. On est un peu triste parce que la maison c'était bien quand même. Une belle semaine. Voilà, c'est fini. Du coup on vient de rentrer de nos vacances. Je vois des petits oiseaux. Et mes chats sont contents d'être rentrés là en Apim, qui nous a fait une petite étape pipi dans sa caisse juste avant de partir, donc c'était pas fun. Et puis Shun qui était tellement content d'arriver que voilà, il s'est enfui. On sait pas où il est. Il est parti se balader, on le reverra, j'espère. Il nous a fait vraiment, il était trop content en arrivant et miaulait, trop heureux. Pendant la voiture là, j'ai pas mal conduit, mais j'ai aussi regardé la vidéo de Guimauze, le terrier de Guimauze, qui a annoncé aujourd'hui, dimanche, les menus et les thèmes du Pumpkin Autumn Challenge. Trop cool. Alors, j'ai pas le temps encore de regarder, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire du tri dans ma bibliothèque. Alors, pas tout le tri. J'ai enlevé des livres. Il va falloir que je mette à jour ma pile à lire Livre Addict. J'ai sorti les livres d'été en partie. J'ai mis tout ce que j'avais envie de lire pour l'automne, c'est-à-dire beaucoup trop. Mais tout ce qui me donne envie pour le mood là, de septembre à novembre. Donc je vais aller piocher là-dedans. Faut que je fasse ma pile à lire du mois de septembre, qui est déjà commencé. J'ai déjà fait mon tirage au sort. J'ai déjà réfléchi aux mots de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Je sais pas quand est-ce que je vais la monter, mais je vais la tourner. Voilà. Et puis après, je vais peut-être réfléchir là. Je vais peut-être aller me poser une demi-heure pour noter les catégories dans mon carnet et voir un petit peu dans ma pile à lire ce que je pourrais mettre. Je vais peut-être faire ça, me faire une petite tisane, me poser. Mais d'abord, je vais aller faire des câlins à mon chat qui est là-bas. Voilà. On est mercredi. Non, on est jeudi. Raté. On recommence. On est jeudi 28 août. Du coup, comme le wifi est revenu hier matin, j'ai pu faire le montage de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ainsi qu'un montage pour ma chaîne créative. Et je me suis dit que la finalisation de ce vlog se ferait aujourd'hui. C'est parce que je peux pas tout faire, voilà, je peux pas tout filmer d'un coup, c'est pas possible. Hein. Sinon on fait ça toute la journée, on n'a plus le temps de bouquiner. Il fait plus frais, c'est cool. On a un peu souffert de la chaleur. Alors moins quand on était dans la Drôme, hein, on est d'accord. Mais les 2 premières semaines dans l'Hérault et dans le Gard étaient assez intenses. Moi j'aime pas trop ça, mais je crois que je suis pas la seule, hein, de toute façon vous comprendrez. Donc on a eu chaud quand on est rentré. Et lundi, mardi, là, c'était vraiment chaud, et notamment la nuit. Très mal dormi, attaque de moustiques, pas cool. Mais cette nuit, on a pu un peu mieux dormir. Voilà. Donc petit à petit, le frais va s'installer. Pour le moment, ça sent pas du tout l'automne chez moi. Je sais que dans des vidéos que je regarde, notamment, je fais un petit coucou à Adeline. Je vois qu'elle porte un pull. Ah non, moi les pulls, là, il n'y a pas de pull. Il fait trop chaud. Je suis désolée pour toi et pour d'autres personnes que je regarde qui apparemment ont déjà les prémices de l'automne. Moi,
j'aime bien que la transition se fasse dans des moments normaux, on va dire. C'est-à-dire que là, c'est normal, c'est encore un peu l'été, début septembre. Normalement, je suis en Île-de-France, hein, donc normalement, en début septembre, l'année dernière, on a eu un mois de septembre assez extraordinaire. Si on pouvait encore avoir un peu de beau temps et pouvoir manger un petit peu dehors, moi, je dis oui. Franchement, je dis oui. On n'est pas là pour parler de ça. J'ai plein de livres à vous présenter en plus. On va y aller un par un parce qu'en fait, ils sont rangés, je les ai pas triés. Voilà, c'est pas grave. C'est pas dans l'ordre de lecture, c'est pas grave. Vous m'avez vu en début de vidéo ouvrir ce livre Un soir d'été de Philippe Besson chez Julliard. C'est un livre que ma mère m'a mis dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière parce qu'on partage un peu l'amour de cet auteur, Philippe Besson. Moi, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais j'avoue que c'est toujours franchement un moment agréable de lecture. Là, ça n'a pas, ça a été la même chose que toutes les lectures que j'ai pu faire de l'auteur. J'aime bien. C'est jamais extraordinaire, mais j'aime bien. Là, on est sur une histoire, on ne sait pas, et je pense qu'il doit y avoir un côté autobiographique, puisqu'il parle de lui à son adolescence, fin d'adolescence, quand il était en prépa, qu'il galérait et qu'il passait ses vacances comme chaque année. Alors, je pense qu'il est sur l'île de Ré, je sais plus. En tout cas, il est sur une petite île comme ça, où il a ses habitudes, il retrouve ses amis, les amis de ses parents, ils font les soirées. Donc lui, il a les enfants des amis de ses parents qui sont devenus ses amis, notamment un, voilà, avec qui est très différent de lui, mais qui est plus beau gosse que lui. Philippe Besson, il était plutôt gringalet, mais intelligent, comme encore, je pense, aujourd'hui. Et en fait, son ami va lui présenter une nouvelle connaissance qui est arrivée pendant l'hiver sur l'île. Et donc, il va y avoir un trio de ces garçons. Ce troisième personnage est assez énigmatique. Il vit seul avec sa mère. Ouais, c'est ça. Son père n'est pas là. On sent qu'il y a une histoire un petit peu compliquée dont il parle pas. Alors, je sais plus comment il s'appelle, son autre ami. Là, c'est Frédéric. Je sais plus comment il s'appelle. Nicolas? Je ne sais plus, bref. Et en fait, son premier ami, celui chez qui il dort, il a un boulot d'été parce que bon, il suit un peu le chemin de son père qui est commerçant et forcément il y a du travail en été. Et du coup, Philippe se retrouve à se rapprocher de ce nouvel ami et d'essayer de comprendre qui il est. Et puis on va le suivre dans ses soirées, ils vont rencontrer, lui il était déjà, il affirmait déjà quand il avait 16 ans, 17 ans, son homosexualité, donc c'est quelque chose dont il parle quand même, avec lequel on sent qu'il est assez à l'aise, et puis il va d'ailleurs avoir une histoire amoureuse, ou du moins de désir à cet âge-là, dans cette histoire-là, suite à une très belle histoire d'amour dont il a parlé dans un autre roman que je ne pense pas avoir lu. En tout cas, il y fait allusion. Et puis, son ami va tomber amoureux d'une jeune fille, qui n'est pas du même niveau social que lui, parce que c'est pareil, elle est genre parisienne, elle fait des hautes études, etc. Donc, il y a un creux social. Et Philippe Besson parle d'ailleurs de... Comment on dit, de transgression de classe. C'est ça qu'on dit? Bref. Vous avez compris. Donc, il parle vraiment de ces creux entre les différentes classes sociales qui sont présentes aussi dans les histoires d'amour estivales. Et donc, il y a tout un petit groupe qui se forme comme ça. Et voilà, il y a un personnage qui disparaît. Et donc, il y a une sorte de thriller derrière à un moment et qui est plutôt chouette. C'est franchement pas mal. Mais alors, cette fin... Je sais pas, je pense que c'est une fin qui est réelle, m'a totalement déstabilisée. Je m'attendais pas à ça. C'est une fin assez ouverte, sans vous en dire trop. Et du coup, je m'attendais à un dénouement genre thriller, et finalement ça y était pas. Donc la fin m'a un petit peu déçue. Je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'il passe à la fiction plutôt que rester sur l'autobiographie, parce que je ne sais pas si c'est vrai tout ce qu'il écrit, mais en tout cas... Il manquait, je trouve, une conclusion intéressante pour le lecteur. Voilà. Mais ça m'a bien plu quand même. Hein. Et puis c'était bien de le lire. Voilà, alors ça m'a fait rire parce que, bon, il n'est pas de ma génération, mais plutôt de celle de ma sœur avant.
Et voilà, donc j'ai un peu les mêmes références que lui. Il parle des chansons, il parle des bals, etc. Que j'ai vécu aussi moi pendant mon adolescence. Donc c'était vraiment sympathique à lire quand même. J'ai passé un très bon moment. Je lui ai mis 16 je crois. Bon après c'est une note qui ne veut rien dire. Ça me dit juste pour moi. Hein. C'est pas une note de valeur. À chaque fois les notes que je mets, ce ne sont jamais des notes de valeur de l'écriture ou quoi que ce soit. C'est juste pour mon ressenti. Ben celui-ci, je lui ai mis 18 ou 17, je sais plus. PTSD Radio, le tome 1 chez Mangetsu, un manga de Masaaki Nakayama. Des nouvelles d'horreur. Alors ça m'a totalement déstabilisée, mais ça m'a en même temps hypée. C'est de l'horreur. Il se passe des choses cheloues avec des personnages qui sont plus ou moins récurrents, donc un peu comme des nouvelles comme ça, et on navigue dans de l'étrange, un peu comme s'il y avait des apparitions angoissantes, stressantes, à base de cheveux, à base de coupe de cheveux. Le cheveu est important, des visions. Alors PTSD Radio, c'est les troubles post-traumatiques. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question en tant que lecteur de est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on est dans la tête des gens, est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment, qui sont ces personnages qui apparaissent. Voilà, absolument que je lise la suite parce que c'est très difficile de parler de ce recueil de nouvelles complètement atypique, qui prend un peu vous voyez, des sortes de petites histoires comme ça, mais en même temps, il y a des personnages qui sont parfois récurrents. On se dit, est-ce que tu racontes vraiment quelque chose ou est-ce que tu nous fais juste peur avec plein d'histoires différentes? J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu le style d'image sans vous spoiler quoi que ce soit. Donc, cette jeune femme n'a plus de cheveux. Il y a une raison. C'est sa grand-mère qui lui a dit qu'il fallait qu'elle les coupe. Je vous montre juste vite fait. En fait, comme on a des petites nouvelles comme ça, on a à chaque fois des personnages qui apparaissent, je vous montre pas tout, qui sont des bouts de personnages qui apparaissent et petit à petit qui s'imposent à nous, lecteurs, et qui sont de plus en plus flippants. Il y a beaucoup d'ombres, de symboles. En même temps, il y a un mélange de légendes urbaines aussi là-dedans. C'était vraiment très très bien. Je me suis régalée, je vais acheter la suite. Je vais essayer de la trouver en occasion. Le problème, c'est que c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Dans le genre horreur, j'ai aussi lu Feu de camp de Taous Merakchi et Daria Schmidt chez Michel Lafon, qui est un recueil de nouvelles inspirées. En fait, elles sont sorties d'un podcast du même nom, je pense. Attendez. C'est un podcast Énergie, que j'écoute pas Énergie. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plusieurs... alors, il y en a d'autres, c'est une sélection des saisons Feu de camp sur Énergie. Et les histoires sont illustrées par Daria Schmidt. Ouais, Daria Schmidt. Et les illustrations sont... Je sais pas si je vous ai mis des encarts, je crois pas. Je vous montre quand même le genre d'illustration. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que, voilà, il y avait... Franchement, les histoires étaient toutes très très intéressantes. Toujours, on parle de fantômes, on parle de maisons hantées, on parle de... Ah oui, une histoire de... Celle que j'ai beaucoup aimée, c'est l'histoire de cet enfant. Attendez, je vais essayer de vous retrouver laquelle c'est. Là, la petite Sally. Voilà. Donc c'est une famille qui arrive dans une maison, et en fait dans la chambre de l'enfant, il y a petit à petit les jouets atterrissent par terre alors que le bébé est vraiment nourrisson, et petit à petit on se rend compte qu'il y a une petite fille, un fantôme de petite fille qui est dans cette maison, et on se pose la question de savoir si elle a des bonnes intentions ou non. Ah oui, celle-ci aussi était très chouette, on parle de sorcière. Ouais, franchement, un très bon moment. Je les ai lus petit à petit. Le Diable de Jersey. Voilà, donc c'était très très bien. Après, moi, les nouvelles, j'ai du mal à m'en souvenir globalement. Les histoires sont trop courtes pour que je m'en souvienne, sauf celles qui sont vraiment très marquantes. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Je crois que je lui ai mis 16. J'ai lu le tome 2 de Family Tree de Jeff Lemire, Phil Lester, Eric Gapstur et Ryan Cody chez... Je ne sais pas. C'est pas grave.
en version originale. Je me suis rendu compte hier quand je suis allée chez Gibert, j'ai vu qu'il y avait une intégrale en français, donc il a déjà été publié en français. Moi je le lis en VO parce que j'ai commencé à lire le premier en VO. Je les trouve pas chers sur Momox ou sur d'autres ressourceries en ligne. Et voilà, j'aime beaucoup. On est sur une dystopie où la nature reprend la main sur les humains. Les humains se retrouvent avec des excroissances assez inquiétantes, et on suit une famille, une maman avec ses enfants qui va retrouver son beau-père parce que le mari de cette femme est décédé, enfin en tout cas il a disparu, et on va comprendre pourquoi. Je ne veux pas trop vous en dire, mais on comprendra rapidement ce qui s'est passé, et il semblerait que le grand-père puisse parler à son fils. Il y a du fantastique dedans, il y a de l'horreur aussi parce que ça fait peur en fait. Et ce deuxième volume ouvre vers une perspective un peu plus large de la transformation du monde. J'ai très envie de savoir la fin, donc je vais l'acheter prochainement. C'est en VO, mais il y a peu de texte, vous voyez. C'est vraiment, c'est très visuel. Moi j'aime beaucoup le style de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Ah non, c'est pas Dustin Nguyen. Là il est accompagné de Phil Lester, Eric Gapstor et Ryan Cody. Voilà, je ne vais pas trop vous en montrer parce que ça va spoiler, mais j'aime beaucoup, et si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Ça, j'ai fait la relecture, alors pas dans ce format-là, mais sur ma Kindle, puisque c'était disponible, et en fait je l'avais téléchargé avant. En fait, ce qui s'est passé sur la Kindle, c'est que dans la Drôme, on n'avait pas de Wi-Fi dans la maison, ce qui était très bien. On avait, par contre, on chopait le réseau 4G sans trop de soucis. Le problème de ma Kindle, c'est que déjà sur mon téléphone, alors je sais pas, il doit y avoir un truc peut-être, vous me direz si vous savez. Sur mon téléphone, je peux pas acheter des livres Kindle et les envoyer sur ma Kindle. Je vais y arriver en passant par Amazon, bien entendu. Et ensuite, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais me mettre sur l'ordinateur et puis je vais en partage de connexion, je vais commander sur l'ordinateur et acheter le livre parce que je voulais mettre Call Me By Your Name. Donc après avoir lu l'extrait, je me suis dit je veux lire la suite. Impossible de mettre le livre. En fait, je l'ai acheté, mais il apparaissait pas sur ma Kindle parce que ma Kindle, il fallait qu'elle soit connectée en Wi-Fi pour que je puisse le télécharger. Donc ce qui fait que dans la semaine dans la Drôme, j'ai pas pu le faire. J'ai pu le faire quand je suis revenue chez mes parents. Donc je l'ai mis un peu en stand-by, celui-ci. Et j'avais celui-ci, donc je l'ai lu, je l'ai relu, et c'était sympa, c'était chouette de le relire parce que je me souvenais plus vraiment du personnage, je me souvenais un peu du personnage de Sganarelle, mais plus vraiment des travers de Don Juan. Alors je vais pas revenir sur l'histoire parce que vous connaissez tous l'histoire. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir le côté comique, le côté tragique, le côté moral. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne relecture, j'ai vraiment pris plaisir. Le personnage central pour moi c'est pas Don Juan, c'est Sganarelle, mais et voilà. Et puis Molière à travers le personnage de Don Juan qui s'amuse quand même avec justement cette bienséance de l'époque, et ça m'a beaucoup plu de le relire. Et c'est une pièce de théâtre qui est vraiment accessible, qui est intéressante à analyser. Et il y a un côté fantastique avec le spectre que l'on rencontre rapidement, et qui représente tous ces hommes qui ont été bafoués par Don Juan, qui a volé les cœurs de leurs femmes, et d'ailleurs il a été tué par Don Juan, et donc c'était assez intéressant à lire. Donc je me suis régalée à relire ça. On a fini sur la Kindle, enfin moi en tout cas en lecture commune, 1000 femmes blanches de Jim Fergus. J'ai fini après les autres. Je suis au départ Little Wolf, qui est un chef Cheyenne qui va en 1875 rencontrer le président des États-Unis, le président Grant, pour lui demander en échange de 1000 chevaux de lui envoyer 1000 femmes blanches, un peu dans l'idée de mixer
leurs différentes cultures. Et son idée, elle est assez intéressante parce que c'est une idée qui est ouverte sur une certaine évolution, c'est-à-dire que en acceptant ces femmes, les Cheyennes se mélangeront avec les Blancs et une nouvelle société interethnique pourra se mettre en place à l'image de cette nouvelle société qui s'impose à eux, pourtant natifs américains. Bon, bref. Et donc, du coup, sur cette idée-là, ça va être... Alors, au début, il leur rit au nez, puis finalement, ça va être accepté. Je suis désolée parce que la lumière est assez mauvaise, mais je vais essayer d'arranger ça au montage. Et 1000 femmes blanches vont être envoyées. Alors, qui sont ces femmes? Ce sont des femmes qui sont hors normes, qui ont été éloignées de la société pour certaines raisons d'adultère, de comportement qui n'est pas autorisé dans la société de cette époque-là. Et on va suivre un personnage, May Dodd, qui elle en fait est dans un hôpital psychiatrique. Tout va bien en fait, hein. C'est juste qu'elle a décidé de pas se marier, de vivre en concubinage avec l'homme qu'elle aime et de faire des enfants avec lui. Ce qui fait que sa famille a décidé que non, c'était pas possible. Toi, t'as pas du tout le bon comportement, il y a quelque chose qui va pas dans ta tête, t'es certainement folle. Et donc on suit May Dodd qui est loin d'être folle, au contraire, et qui est arrachée à ses enfants pour venir dans cet hôpital psychiatrique. Et elle est totalement enfermée. Et pour s'en sortir, elle décide de participer à cette expérience proposée par l'État. Et elle va partir chez les Cheyennes et elle va devenir la femme de Little Wolf avec d'autres femmes que l'on va rencontrer. En fait, être à moitié blanche, être à moitié Cheyenne. Et elle va vivre en fait la fin de cette culture aussi auprès de Little Wolf. Ces femmes, elles savent qu'elles vont devoir partager la couche de ces hommes et elles décident en leurs âmes et conscience de le faire. On a tout ce cheminement de pensée à travers... Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit son journal. Donc c'est vraiment le journal de May Dodd qui sera ensuite transmis aux générations futures. En fait, on va suivre l'arrière-petit-fils, quelque chose comme ça, qui met la main sur ce journal et qui va essayer de retrouver la trace, notamment des enfants de May Dodd. Pas ceux qu'elle a mis au monde quand elle était dans la tribu, mais ceux qu'elle avait avant d'être hospitalisée, on va dire. Voilà, donc... alors... franchement, c'était très intéressant, c'est un point de vue... On n'a pas les batailles entre les cow-boys et les Indiens, c'est pas du tout ça. On est vraiment au sein de la culture cheyenne. On voit aussi, il y a autant une critique de la société blanche que de la société cheyenne, avec ses travers, notamment quand les hommes blancs leur fournissent de l'alcool. C'est une catastrophe. Là, il y a une scène terrible, justement, où ils sont tous bourrés. Et c'est extrêmement violent. On voit la façon dont les femmes sont traitées autant dans la société blanche que dans la société cheyenne. On voit aussi le fait que chez les Cheyennes, la polygamie est en place, les relations qu'il y a entre les différentes personnes, notamment, elle se retrouve, elle est la 3e femme, je crois, de Little Wolf, et donc elle a des relations qui pourraient être compliquées avec les autres femmes, mais finalement, petit à petit, elle apprend à vivre avec eux, se rapprocher d'eux, les respecter. Elle a une histoire, avant de rentrer dans ce camp, elle a une histoire avec un capitaine. Elle a une histoire avec un capitaine qui est censé les amener justement au peuple cheyenne. Elle a une histoire d'amour avec lui et donc du coup, il va par plusieurs moyens essayer de la sortir. Il va essayer de la sortir de la tribu, mais en fait, elle va sans cesse refuser parce que très vite, elle va se rendre compte qu'elle va tomber enceinte. Et donc, en fait, elle a dès le départ accepté sa nouvelle vie un peu comme une sorte de liberté. Et le contrat, c'est tu fais un enfant, tu es enceinte, l'enfant naît, et ensuite tu peux repartir libre retourner chez toi. Donc en fait, c'est ce qu'elle souhaite faire. Et c'est son... Voilà. Alors, il y a le personnage de May Dodd. Il y a beaucoup de personnages secondaires féminins qui sont extrêmement intéressants. Et puis,
Il y a une peinture sociale de la tribu Cheyenne qui est aussi assez passionnante. Et je vous dis, il y a une critique de... Bah voilà, c'est vraiment une critique de tout ce qui a pu se passer ensuite entre les Blancs et voilà le génocide qu'il y a eu. Et, voilà, il est clairement écrit noir sur blanc. Et c'est important de le lire et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Après, il y a un truc, enfin en fait, moi je m'attendais pas du tout à ce type de forme en fait. Le fait que ce soit un journal et qu'on suive une femme, en fait, bah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait quelque chose, un roman un peu plus social, un peu plus documenté peut-être. Ça l'est, hein, mais je m'attendais peut-être à plus. Je m'attendais peut-être à une critique un peu plus ouverte et pas forcément à voir le point de vue genre de ces femmes. Je les ai trouvées parfois un petit peu caricaturales sur certains aspects. Par exemple, on a celle qui est très masculine, celle qui pense qu'à faire des dessins, celle qui n'a jamais connu d'homme, celle qui est moche, elle, Maydad, elle est extrêmement belle, l'autre est moche, l'autre est un peu plus masculine, il y en a une qui est sur des talons, qui... Voilà, donc vraiment, parfois je trouvais que c'était un peu caricatural, et ça j'ai trouvé... Ouais, c'est pas ce que j'ai préféré, mais quand même, c'était intéressant, alors ça se lit vraiment tout seul. C'est marrant, je pensais que ce serait difficile à lire en fait, et du coup, ou du moins plus engageant pour le lecteur, et c'est pas du tout le cas. Donc si vous voulez le lire, je vous invite à le faire, voilà, ne faites pas une fausse image comme j'ai pu la voir de ce roman. Et il y a une suite, alors je pense pas que je la lirai, mais enfin il y a une suite avec plusieurs, je crois qu'on suit d'autres personnages, parce que là on suit Maydad, mais on suit d'autres personnages que là on a rencontrés ou non pendant ce premier tome, je ne sais pas. On verra, je dis que je le lirai pas, mais si je tombe un jour en occasion sur un autre tome, peut-être que je le prendrai en ressourcerie par exemple, voilà. Voilà. J'ai lu ça, il faut que je me dépêche sinon la vidéo va être super longue. J'ai lu le premier tome de Smoking Behind the Supermarket de Jinouchi chez Big Cana. Oh, c'était franchement sympathique. Donc on suit ce quarantenaire là qui est totalement exploité dans son boulot, qui fait des journées à rallonge, qui est franchement pas apprécié et pas mis en valeur dans son travail. On a des focus sur sa vie au boulot, et en fait on le voit surtout quand il sort, et son seul plaisir, c'est d'aller au supermarché pour aller croiser cette jeune fille là, qui est une caissière, qui pour lui, quand il voit son sourire, ça lui redonne le sourire également, et sa journée n'est jamais, ne se finit pas mal, juste en la voyant. Alors, il n'y a pas forcément de désir ni rien, mais il a juste besoin de réconfort, et en voyant cette jeune fille, ça lui fait du bien. Donc genre, quand il peut aller acheter un truc au supermarché, il y va. Et puis un jour, il décide, quand il sort du magasin, d'aller derrière le magasin et d'aller fumer une cigarette, parce qu'il fume un peu. Et il va croiser cette jeune fille, qui elle aussi est en train de fumer une cigarette, qui va dire bah, vous pouvez venir avec moi. Voilà, ils vont discuter. Voilà, c'est un genre un peu plutôt gothique. Elle a pas sa langue dans sa poche, etc. Alors je vous spoile rien. Donc je vous spoil pas. Bref, il va rencontrer cette jeune fille avec qui il va discuter, il va se rapprocher, et en fait c'est vraiment un huis clos autour de cet emplacement pour fumer sa cigarette derrière le supermarché. Et on a un côté un peu théâtral parce que il y a une entourloupe qui se voit très très rapidement en tant que lecteur, et on nous l'a dit rapidement, mais je veux pas vous la dire parce que ça serait dommage, vous auriez pas envie de le lire. Et en fait ça met ce personnage voilà qu'on plaint un peu dans une situation ridicule assez adorable. Et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était vraiment un bon moment, c'est pas exceptionnel, mais c'était un bon moment. Je pense qu'on achètera la suite. Joseph aussi a bien aimé. J'ai lu le premier tome de Ladies with Guns pour l'exploration du western. Ah, c'était vachement bien. Une BD de Anne-Laure et Olivier Bocquet chez Dargaud. C'est un premier tome et j'ai très envie de lire la suite. Alors, on suit plusieurs personnages de femmes. Il y a d'abord une esclave qui est enfermée dans une cage.
elle est attaquée par des loups. Et en fait, une femme blanche, armée, va la sauver. Et en fait, elle va tenter de faire sortir cette jeune fille de sa cage. Mais en vain, une native américaine qui a été expulsée de sa tribu parce que sa tribu a été décimée, tente de tuer cette jeune femme au pistolet parce qu'en fait, apparemment, elle aurait tué son frère. Et en fait, on va se rendre compte que c'était pas volontaire, que du coup, elle s'est défendue. On va suivre l'histoire de chacune, etc. Ensuite, on va rencontrer, comme la jeune fille qui est coincée dans la cage, ils n'arrivent pas à la sortir. La jeune femme blanche va essayer d'aller dans un village, je sais pas comment on dit, dans une ville, pour pouvoir trouver des solutions pour la faire sortir. Et apparemment, elle tombe malade. Ouais, c'est ça, elle tombe malade. Et en fait, elle va tomber sur une femme qui est soigneuse, qui est donc la 4e femme, qui est plus âgée, etc. Et il y en a une 5e qui travaillait dans un bar comme danseuse, qui se retrouve aussi dans le lot. Et ces 5 femmes, en fait, elles vont se défendre des hommes qui veulent, 1, récupérer l'esclave, 2, récupérer l'argent qui a été volé par la danseuse. Bref, tout ça. Et donc, en fait, on se retrouve sur comment on dit, ouais, des femmes qui veulent, en fait, se défendre, un gang de femmes, quoi. Voilà. Dans le genre western. Je vous montre un peu le genre de dessin. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai trouvé ça assez beau. J'ai très envie de lire la suite aussi. J'ai commencé pas mal du tome 1 et j'ai envie de lire la suite. En western, le dernier là que j'ai acquis il y a quelques jours en fait en revenant de vacances et que j'ai lu ce matin, c'est Nadua. Cynthia Ann Parker, Cœur enterré 2 fois. C'est une adaptation de cette histoire vraie, de cette femme, par Séverine Vidal au scénario et Vincent Sorel au dessin et au script, je crois. Et donc c'est une adaptation libre de cette histoire donc en fait le personnage féminin a existé. En fait elle a été au départ arrachée de sa famille blanche pour ensuite aller dans une tribu Sioux, c'est ça? Non, Comanche, pardon. Les autochtones Comanche. Et en fait, elle va très vite se sentir bien, en fait, finalement, chez les Comanches. Et quand les Blancs vont vouloir la récupérer, elle va jamais vouloir. Et un jour, elle va être enlevée de force avec son dernier bébé, mais sans ses 2 enfants qu'elle a laissés sur place. Et donc, elle ne veut pas parler, elle ne veut pas s'exprimer. On essaie de vouloir la refaire devenir blanche et l'arracher à la tribu. Mais elle ne veut pas. Il y a un personnage qui est totalement fictif, c'est cette petite fille en fait qui arrive à se rapprocher d'elle, qui arrive à lui parler avec des dessins, etc. Et qui arrive à la comprendre. C'est une des seules qui la comprend. C'est une histoire tragique qui a vraiment existé. Et j'ai trouvé que c'était pas mal adapté. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant. Il y a une interview à la fin de Séverine Vidal et de Vincent Sorel pour savoir comment est-ce qu'ils ont écrit, comment ils se sont appropriés cette histoire, puis se sont libérés de tout ce qui était peut-être trop factuel pour ensuite un peu la rendre quelque chose de fictif et de le raconter à leur façon, hein, tout simplement. Et j'ai trouvé ça intéressant. Pour le dessin, on est sur un dessin, il explique, Vincent Sorel, qu'il aurait pu le faire en noir et blanc, mais qu'il a décidé d'avoir un code couleur très sépia, très clair, très doux. Et effectivement, ça laisse beaucoup de place à l'expression des personnages. Et franchement, c'était vraiment très très bien. Encore une histoire de femme dans l'univers western, finalement. J'ai lu que des histoires de femmes. Je n'ai pas lu de western en bonne et due forme. Mais bon, c'est pas grave. Pour terminer, on va parler du livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison aux éditions Gother. Alors, pour tout vous dire, je le mets au même niveau de plaisir lecture, d'intelligence de discours et de textes de science-fiction que La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est dire à quel point j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé La Servante écarlate. Là, on est sur un post-apo parce que une fièvre, une énorme grippe a décimé la population et notamment les femmes et les enfants. Il n'y a plus d'enfants qui naissent vivants. Soit la femme meurt
en couche et le bébé avec, soit le bébé sort du ventre de la mère et au bout de quelques minutes meurt. Donc on est dans un monde où les femmes sont quasiment toutes mortes, il n'en reste pas beaucoup. Il reste par contre certains hommes qui ont réussi à se sortir de cette grippe. Mais du coup, comme il y a peu de femmes, les hommes sont à l'affût et tentent de trouver des femmes pour pouvoir satisfaire leurs plaisirs et leurs besoins naturels. Sauf que c'est assez atroce. Donc c'est vraiment une... On suit le point de vue. Alors c'est pareil, on est un peu sous forme de journal, je vais essayer de vous montrer. On a une partie donc où on suit le journal de cette sage-femme sans nom. Bon, en fait, elle a un nom, mais je ne vais pas forcément vous dire pourquoi est-ce que le titre est comme ça, mais vous le comprendrez. Je vous dirai pas non plus pourquoi on a cette couverture, on le comprend aussi, mais vraiment à la fin du texte, donc je vous dirai pas. Donc on a un mélange entre son carnet. Alors, elle s'appelle, en fait, elle a quand même un nom. Je vous dirai pas lequel. Voilà. Mais en fait, elle change de nom plusieurs fois. On suit cette jeune femme. En fait, cette femme, elle est sage-femme. Et en fait, elle subit la grippe en même temps que les autres. Elle se retrouve, je crois qu'elle est à l'hôpital. Et donc, normalement, elle aurait dû y passer. Mais en fait, elle se réveille. Elle se réveille et elle se réveille quelques jours plus tard, la fin de l'épidémie. Enfin, la fin de l'épidémie, non. Le gros de l'épidémie. Et en fait, quand elle regarde autour d'elle, il n'y a plus rien. Elle rentre chez elle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Les frigos, on sent qu'il s'est passé plusieurs jours parce que tout est périmé, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. C'est un peu genre la fin du monde. Et la première scène, je ne vous dis pas non plus ce que c'est, mais la première scène vous donne tout de suite le genre de situation dans laquelle une femme peut se retrouver quand elle se retrouve seule face à tant d'hommes. Voilà, donc la première scène est assez atroce puisque elle est obligée de se défendre et en fait elle va très vite comprendre qu'il va falloir qu'elle se fasse passer pour un homme pour s'en sortir et donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va essayer de se transformer physiquement pour essayer de s'en sortir. Et on va la voir naviguer, rencontrer plusieurs personnes. Donc elle raconte dans son journal ce qu'elle ressent. On a plusieurs passages. Alors vraiment, parfois on est vraiment juste dans le journal. Parfois on prend le recul. Il y a un narrateur externe qui explique un petit peu ce qu'elle fait. On passe beaucoup de formes différentes dans le texte, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Et d'ailleurs, on va pas lire que son journal, on va lire aussi d'autres journaux, d'autres personnes qui vivent après cette épidémie. Et on voit à quel point le monde a changé et qu'est-ce qui peut devenir. Alors c'est assez terrible au départ, mais il y a la note d'espoir. Est-ce qu'il y a une note d'espoir réelle? Oui, moi j'ai trouvé quand même. Je vous laisserai la découvrir parce que je veux pas vous en dire plus. J'ai même pas envie de vous dire juste le début parce que je trouve que ça spoil. Pourtant, dès le début, on comprend ce qui potentiellement pourrait se passer. On sent que cette sage-femme, elle a été sacralisée. Mais on va l'apprendre petit à petit en lisant le texte. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est tellement dommage de trop vous en dire. En tout cas, j'ai aimé beaucoup le style. Alors, Meg Leeson, c'est cette autrice américaine qui est traduite seulement aux éditions Gauteur. Je félicite les éditions Gauteur parce qu'ils ont publié La pilule suivie de Big Girl de cette autrice que j'ai adorée. Et ils ont publié, je crois que c'est un de ses premiers romans. Oui, c'est son premier roman. Pépite, hein, moi je dis. Elle l'a écrit en 2014 et elle a reçu le prix Philippe Cadic. Bah oui, moi je comprends. Ensuite, moi j'ai lu l'autre et j'aimerais bien en fait, j'espère qu'ils vont traduire d'autres choses parce que j'aime beaucoup sa plume, je la trouve intelligente, je la trouve originale. Elle va pas dans la facilité, elle ne dénonce pas mais elle donne à voir et moi j'adore. C'est exactement ce que j'aime dans le genre. Donc si vous l'avez pas lu, lisez-le. J'adore. Voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai coché des choses peut-être pour vous lire un passage de son journal. La forme est un peu particulière. Je voulais juste ça. Environ 25 hommes vivant depuis l'hôpital. Parfois, il n'y a pas de... C'est pas vraiment une phrase. La plupart en groupe. 3 femmes vivantes. 2 points. La femme avec les mecs de Cap Street, Jenna. Moi aussi. Info disait que les femmes et enfants étaient plus à risque face à la maladie. Je l'ai vu de mes yeux. N'ont pas donné un nombre, mais à l'hôpital égale sans doute 9 sur 10.
Pas vu d'enfant guérir. Et vu peut-être une femme guérir avant que je tombe malade. Gouvernement a commencé à évacuer ceux qui guérissaient. Pas d'enfants vivants nés de femmes qui étaient malades, plus les enfants de femmes non infectés mouraient quelques heures après la naissance, égale 0 enfant. Beaucoup de débats à ce sujet avec les collègues du labo. Donc ça, c'est quand elle raconte avant, pendant la grippe. Et vous voyez, c'est très très factuel. Et souvent, elle utilise le égal. Et parfois de façon assez terrible, assez percutante, je trouve. Bref, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je vais m'arrêter là. J'ai adoré. Voilà. Donc, bravo aux éditions Gauteur de l'avoir traduit. Et merci d'en traduire encore. Bon, sinon, allez, on termine vite fait avec mes lectures en cours. Alors, celle que j'ai mis en stand-by, je vous le rappelle, c'est celle-ci. Je vais finir d'abord Les Secrets de Castelcer de l'Assassin Royal avant de le reprendre en audio, parce que j'ai pas le courage de le lire en texte. J'ai commencé Ginseng Roots de Craig Thompson, je vous ai mis quelques images. J'en suis là, c'est une lecture au long cours, je vais la lire tranquillement. Et je m'approche de la fin avec Call Me By Your Name de André Assiman, que je lis sur ma Kindle. Et c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, on en parle sur la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est terminé. Il va falloir que je coupe parce que j'ai dit plein de E, A, E. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée qu'elle soit aussi longue, mais c'était un peu compliqué cette dernière semaine de tout. Sans le Wi-Fi, j'aurais pas pu faire autrement. Et voilà. Mais j'espère que c'était sympa. On reprend le rythme normal des vlogs. Alors, je sais pas trop sous quelle forme. On va voir en fonction du feeling. Et j'espère que voilà, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu pendant l'été qui vous a plu. Dites-moi si vous avez fini votre feuilleton de l'été. Je vous ferai un petit récap dans le bilan du mois. En fait, il me reste 2 lectures, je crois, pour valider. Mais franchement, j'ai quasiment tout validé. Je suis sûre que même si je reprends avec toutes les lectures que j'ai pu faire, je peux trouver de quoi valider celles qui sont pas validées. Mais bon, bref, on en reparlera au moment du bilan du mois. Il me reste encore quelques jours de lecture. Mais là, au moment où je vous parle, il faut que j'aille bosser. Donc, on va en rester là. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. Bye bye.